Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Éduquer, innover, and faire fut le thème d'une conférence qui s'est tenue tôt ce matin à l'amphithéâtre de l'université de Djibouti. Également dans l'actualité de ce 22 heures, reprise de la campagne anti-Ebola en République démocratique du Congo. C'était les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. Éduquer, innover and faire fut le thème d'une conférence qui s'est tenue tôt ce matin à l'amphithéâtre de l'université de Djibouti. Cette conférence était placée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, et le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed. Elle a rassemblé des étudiants férus de sciences dans le domaine de la robotique et l'innovation, mais aussi des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le représentant de la Banque mondiale, M. Atousek, et des anonymes sensibles à l'innovation. Signe qui ne trompe pas, aucune place n'est libre et aucune ne s'est libérée durant les 2 heures de conférence. Cette conférence a été animée par le professeur Sidi Ndiao de l'université de Nebraska-Lincoln et Ben Kubasek, entrepreneur, auteur et enseignant. Cette conférence avait pour objectif de sensibiliser mais aussi d'encourager les étudiants à opter pour l'innovation dans le domaine de la science, de la technologie, l'ingénierie et enfin le mathématique. Le tout devant être au service du développement durable, les jeunes étudiants étant appelés à maîtriser le sens du mot du dépassement de la soi, mieux comprendre l'incarnation du leadership et qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a dans son allocution parlé du principal objectif de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'une croissance durable pour la République de Djibouti. Nous l'écoutons. L'importance de cette journée, c'est pour vous sensibiliser, comme l'a dit le président de l'université, pour vous sensibiliser sur les nouvelles technologies. Durant des années, la technologie n'a pas si avancé que ça. Il a fallu un certain nombre d'années et depuis un certain temps, à cause de la multiplication des données, les data, comme on parle de tsunami, on parle de datanami. C'est-à-dire qu'il y a tellement de données, comment ces données aujourd'hui vont permettre de développer les algorithmes qui vont utiliser ces data et où on va arriver dans les années qui viennent dans l'utilisation de ces données numériques en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de justice, etc., etc., etc. Donc, le numérique est partout. Il est dans votre poche, il est dans votre ordinateur. Vous l'utilisez déjà. Et donc, je pense que si l'Afrique s'est mise encore une fois en marge du développement du numérique, nous aurons encore une fois raté une révolution supplémentaire. Je suis de ceux qui sont convaincus que nous ne devons pas rater cette révolution parce que, comme je l'ai dit souvent, et ceux qui entendent mes discours, qu'un étudiant soit au fin fond de l'Afrique, qu'il soit au nord ou au sud de la République de Djibouti, ou qu'il soit dans une grande université américaine ou européenne, vous utilisez les mêmes outils et échangez avec le même langage. Donc vous avez aujourd'hui l'opportunité d'être dans le siècle, dans le temps qui est le vôtre, celui du numérique. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a quant à lui souligné que le changement de mentalité par le leadership transformateur stimule pour accomplir des grands changements en termes d'industrialisation, de développement, mais aussi en termes de croissance à Djibouti. Plus d'informations dans son discours. Aide de cet état d'esprit à changer, ce leadership à construire chacun en vous, mais également que la vie elle est beaucoup plus belle quand on la veut. Mais si on vit dans un pessimisme, la vie nous est particulièrement noire. Donc, on a besoin ensemble de rêver mieux, de rêver de votre réussite demain, de rêver de la réussite de Djibouti. Et c'est de cela qu'il va s'agir. J'ai été long, mais je pensais nécessaire de vous faire passer ces différents messages. On compte beaucoup sur vous. Notre avenir, notre Djibouti compte beaucoup sur vous.
Je crois en votre capacité. Je crois en la capacité des jeunes djiboutiens et des scientifiques en particulier à nous aider à transformer ce pays. Santé à présent, avec l'inauguration hier par le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukiye, d'un nouveau bâtiment administratif qui va accueillir 3 importantes directions centraux, à savoir la direction de la santé mère et enfant, la direction des régions sanitaires et enfin la direction de l'information sanitaire. À noter que la cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim Salah Abdallah et de nombreux cadres du département de la santé financés sur fonds propres du département de la santé. Les locaux de ce nouveau bâtiment ont été aménagés selon le concept Open Space qui soit le mieux adapté pour promouvoir la convivialité et l'esprit d'équipe et pour garantir une meilleure fluidité de circulation d'informations au sein des directions concernées. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukiye, a indiqué que son département envisage également d'étendre ces innovations positives sur le cadre de travail à l'ensemble des directions centrales de la santé afin de booster et d'augmenter la productivité et l'efficacité du service public. Cette exigence d'amélioration de l'environnement du travail répond aux impératifs d'efficacité et de performance tels qu'exigés par les directives de la réforme administrative lancée par le chef de l'État, Ismaïl Mar Guelleh. Autre actualité de ce 22h, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales a organisé ce matin un atelier de lancement du comité technique de suivi, évaluation de stratégie de protection sociale au sein du Palais du Peuple. L'atelier était présidé par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Moumina Ousmane, en présence de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante du PNUD et le commissaire au plan chargé des statistiques, M. Amari Ali Saïd. Ce comité constitue un dispositif efficace en matière de coordination, de bonne gouvernance, de planification et d'évaluation des programmes en vue d'atteindre les résultats de la SCAPE dans les 5 prochaines années. L'élaboration de cette stratégie montre que la protection sociale est une priorité pour le gouvernement car elle est un instrument privilégié de la politique de développement. Écoutons la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Barbara Manzi. Répond aussi aux orientations de la vision 2035 de la SCAP, mais aussi des objectifs de développement durable, où on dit qu'il faut vraiment travailler ensemble et faire les suivis sur des bases d'études qui sont mises en place, et parce que toutes les études sont entreliées d'une façon ou de l'autre. Et maintenant, je vous propose de suivre l'allocution de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, qui s'est exprimée lors de cet atelier. Plaisir de présider aujourd'hui cette première réunion du comité technique de suivi et évaluation de la stratégie de protection sociale. Il est important de maintenir un cadre permanent de dialogue et d'échange, et ceci est au cœur de la politique du gouvernement, car le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaïl Mar Guelleh, accorde une priorité absolue aux échanges, au dialogue social, et donc dont doit découler la stratégie de protection. Et ce qui est recommandé à chaque fois, c'est la coordination des actions du gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement, à travers mon département, a élaboré l'année dernière la stratégie de protection. Cette stratégie montre que la protection sociale est une priorité nationale. C'est un instrument privilégié de la politique du gouvernement et c'est aussi un instrument privilégié pour atteindre les objectifs du développement durable et surtout un instrument de réduction de pauvreté. Compte tenu donc du caractère transversal de cette stratégie, lors de l'adoption, il a été convenu de mettre en place ce cadre institutionnel pour la rendre opérationnelle. Et il repose sur plusieurs comités, ça a été précisé dans la présentation de la secrétaire générale, je ne reviendrai pas dessus. L'année 2018, elle, est marquée donc, par la mise en œuvre de cette stratégie. Donc nous, on a commencé à travailler. Et on ne veut pas travailler sans présenter l'avancement des réalisations de cette stratégie. Il faut qu'on ait des groupes ou des personnes représentatives des différents secteurs pour qu'on puisse partager les réalisations, les atteintes, même si c'est un travail de longue haleine qui demandera beaucoup d'engagement et beaucoup de mobilisation de ressources.
il est important que ce type de comité soit mis en place pour effectivement suivre, mais aussi pouvoir dire ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on a pu rater, comment on peut orienter les interventions qui ont peut-être été planifiées, mais qui, 2 ans après, ne seront pas d'actualité. C'est important que le travail du secrétariat d'État est un travail à 100% de terrain, est un travail qui est directement mené avec la population. Et il est important pour nous, ministères, qu'on s'arrête, on s'assoit et qu'on refixe les priorités du pays. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de formation au profit des enseignantes de la maternelle à Djibouti. C'était au centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes à Balbala. La cérémonie d'ouverture de cet atelier qui a été organisée par le ministère de la Femme en collaboration avec le PNUD a donc organisé cette fin de formation au profit des femmes enseignantes de la maternelle. L'atelier qui a été animé par des représentants du ministère de la Femme a pour objet de fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour leur permettre de s'acquitter pleinement de cette responsabilité. Comme ça uniquement pour garder la classe pour 2 ou 3 heures, mais il faudra veiller aussi sur ce qu'ils font ces enfants-là parce qu'il faut la sécurité. Ils seront sur votre charge. Donc, vous avez la charge des petits-enfants, mais ce n'est pas facile du tout. Il faudra que vous soyez à la hauteur des choses. Donc, je vous souhaite bon courage pour l'année. Et Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, on se verra pour faire une petite évaluation sur le travail qui est attendu de votre part. Merci beaucoup. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma le général de division James Craig, commandant des forces américaines stationnées au camp Limonier. Le général James Craig a pris le commandement de la force opérationnelle interarmée mixte de la Corne de l'Afrique le 14 juin dernier, où une cérémonie de passation de commandement a eu lieu entre lui et son prédécesseur. Durant la rencontre, les 2 généraux étaient accompagnés de leurs staffs respectifs. La rencontre avec le chef d'état-major général des armées avait pour but de discuter des relations de coopération entre les 2 forces armées des 2 pays amis et sur leur renforcement. Puis, dans la foulée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu le général de brigade aérienne Éric Gernès, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, qui a été introduit avec lui le général de brigade Régi Kalkombe. Le général de brigade Régi Kalkombe est l'actuel chef de la division coopération bilatérale sud de l'état-major des armées françaises. La rencontre a eu lieu en présence du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense. En recevant son hôte, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à Djibouti au général de brigade Régi Kalkombe, indiquant que c'était un plaisir pour lui de le rencontrer sur ces terres d'échange et de rencontres. Le chef d'état-major général des armées a souligné que la République de Djibouti et la France partagent de longue date d'étroites relations d'amitié et de coopération. Zakaria Cheikh Ibrahim a affirmé que les forces armées djiboutiennes et les forces françaises à Djibouti entretiennent d'excellentes relations et une étroite collaboration sous le commandement du général brigade aérienne Éric Gernès. Eh bien, monsieur Zakaria Cheikh Ibrahim a en outre demandé au général de brigade Régi Kalkombe de transmettre ses plus chaleureuses et sincères salutations au chef d'état-major des forces françaises, le général de corps d'armée Benoît Puga. Les 2 hommes s'étant rencontrés lors d'un séjour effectué en France par le général Zakaria. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale. L'Agence nationale des personnes handicapées a eu la visite officielle dans ses locaux de la présidente de l'association Méditerranée sans handicap, Madame Michaela Carosino.
Cette première rencontre avait pour but de pouvoir présenter à Mme Michela la loi de l'ANPH promulguée le 26/06/2018 par le président de la République. La présidente s'est dit réjouite de cette initiative et a promis de travailler avec cette nouvelle agence. La rencontre a vu la participation de la présidente de l'association Méditerranée sans handicap, sœur Michaela, et la responsable de l'école pour tous d'Ali Sabier, sœur Anna, et l'enseignante de cette école, Hawa Abdullahi Miguel, et des cadres de cette agence. Content dans la société. Ne plus nous avons des enfants handicapés, mais enfants avec disabilité et des premières choses d'enfants. La maladie les vient après. La première chose est l'enfant. Alors, je voulais remercier les présidents, tout le gouvernement, les conseillers, les enseignants. Ils sont devenus vraiment, ils sont engagés beaucoup. Ils sont devenus très, très, très sensibles. Moi, j'ai vu les comportements qu'ils ont avec les enfants à besoins spéciaux. Dans leur cœur, aussi, pendant le travail, et aussi j'ai vu à la maison, il a toujours son pensée aux enfants. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé une campagne de bienfaisance et de distribution gracieuse de lots d'uniformes scolaires en faveur d'enfants orphelins ou issus des familles démunies. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahamad, a lancé cette vaste campagne en offrant gracieusement plus de 500 uniformes dans 10 écoles de Djibouti-Ville et de la région de l'unité d'Ikil. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, s'est associé à cette campagne en prenant en charge entièrement et à titre personnel les uniformes des élèves de l'école Nassib, une école accueillant les enfants des foyers sinistrés dans les incendies de Balbala qui ont été relogés dans la cité Nassib, construite par la fondation IOG Droit au logement. La première dame du Djibouti et la présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a pour sa part offert 900 tenues à des élèves orphelins dans les chefs-lieux des régions. À noter également que l'association Les Oiseaux du Paradis a distribué également gracieusement quelques 420 uniformes dans les différents établissements scolaires de la vaste banlieue de Balbala. Les comités des parents d'élèves ont exprimé leur entière satisfaction et ont rendu un hommage appuyé au chef de l'État et à son épouse, première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali. Et nous commençons en RDC avec la reprise de la campagne anti-Ebola. Effectivement, Ali, les opérations de sensibilisation ont été suspendues pour 2 jours en raison d'une attaque des rebelles le week-end dernier. L'attaque qui a fait au moins 18 morts, dont 14 civils, aurait été menée par le groupe ougandais des forces démocratiques alliées. L'OMS a déclaré que les efforts pour contrôler Ebola devraient répondre parce que le virus s'étend aux zones frontalières et que l'Ouganda est confronté à une menace imminente. Les agents de santé pourront désormais poursuivre les vaccinations à la recherche des contacts avec les personnes présumées atteintes d'Ebola. Et les 58 migrants à bord de l'Aquarius ont trouvé un refuge. 4 pays de l'Europe l'accueillent. Effectivement, les 58 migrants de l'Aquarius s'apprêtent à être transférés au bateau maltais pour débarquer sur l'île européenne. La météo compliquait les choses, mais une fois sur sol maltais, ces familles qui ont toutes quitté pourront rapidement prendre l'avion pour leur pays d'accueil. La France rappelons-le, accueillera 18 de ces migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune et le Portugal 10. Le chef du gouvernement européen, comme le Premier ministre français Édouard Philippe et son homologue maltais Joseph Muscat, se sont félicités de cette répartition solidaire européenne. De New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président français a répondu aux critiques pour ne pas avoir autorisé le débarquement de tous les migrants à Marseille, port du sud-est de la France. Et nous terminons avec un mot de sport, avec cette tension entre Paul Pogba et son entraîneur José Mourinho au centre d'entraînement de Manchester United. Effectivement, quelques heures après avoir été éliminé du derby County Carabao du club
Manchester United vit toujours des moments compliqués avec José Mourinho. La vidéo postée par Sky Sports est rapidement devenue virale. C'est mercredi. Sur les images, on peut voir Paul Pogba et José Mourinho au centre d'entraînement de Manchester United, situé à Carrington. Mais à quelques secondes, le Français change totalement d'expression après avoir croisé José Mourinho, qui lui a sans doute dit l'une ou l'autre chose. La teneur des propos entre les deux hommes, Ali, n'a pas été relevé, mais on peut aisément remarquer dans ces images qu'une sorte de malaise existe au sein du noyau. Au lendemain de l'élimination surprise des Carabao Cup, les Red Devils vivent toujours une atmosphère extrêmement tendue, d'autant que l'entraîneur mancunien José Mourinho avait annoncé hier avoir retiré le brassard de capitaine à Paul Pogba, le Français et le champion du monde. Merci Samatar Saïd pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.